Je suis entrée au mariage de mon frère en pensant pouvoir au moins passer la soirée en paix. Pourtant, en quelques secondes, j'ai compris que j'avais été trop optimiste, car dès qu'il m'a vue, tout a basculé. Je m'appelle Sabrina. Avant même que je ne sois assise, mon frère s'est penché vers moi avec un sourire qui dissimulait des années de ressentiment. Il a dit « Tu gâches de la bonne nourriture pour toi. » C'est drôle, comme si m'humilier publiquement faisait partie des festivités. Je n'avais même pas ouvert la bouche qu'il a ajouté « Laisse tomber le cadeau et fiche le camp. » Et ce n'est pas la surprise des invités qui a suivi, mais les rires tonitruants de mes parents. Des rires qui signifiaient qu'ils approuvaient chacun de ces mots. Ma mère m'a regardé d'un air dédaigneux et a dit « Ne gâche pas le grand jour de ton frère », comme si ma simple présence était un désagrément qu'ils avaient assez toléré. J'aurais pu détourner le regard ou me taire comme je le faisais plus jeune. Mais cette fois, quelque chose en moi a refusé de céder. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai gardé une voix calme et j'ai répondu « Ne criez pas victoire trop vite ». Un silence s'est installé, comme si personne ne s'attendait à ma réponse. Même mon frère semblait désemparé face à une version de moi qui n'encaissait plus les coups sans réagir. Je suis restée là, certaine que mon instinct ne m'avait jamais trompée. Et au fond de moi, je savais que cette nuit ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé. Si vous voulez suivre la suite de cette histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bien des années auparavant, toute ma famille semblait déjà penchée dans la même direction, bien avant que je ne réalise à quel point cela m'avait marqué. J'ai grandi dans notre petite maison de bâton rouge avec mon frère aîné, Marcus, qui semblait incarner toutes les ambitions que mes parents avaient toujours souhaitées. Dès notre entrée à l'école, nos chemins étaient tracés d'avance, et la différence d'attente entre nous a créé un rythme qui m'a accompagné tout au long de mon enfance. Pendant que je travaillais dur et cherchais à définir qui je voulais devenir, Marcus évoluait dans notre maison avec une aisance naturelle, fruit de la certitude d'être toujours au centre de l'attention. S'il avait besoin d'aide pour un projet, maman libérait immédiatement son emploi du temps. S'il avait besoin d'être conduit à son entraînement, papa agissait comme si reporter quelque chose pour lui était tout à fait normal, même si cela signifiait que je devais me débrouiller seule. J'ai compris ces schémas progressivement, car les enfants ne mettent pas les mots sur les choses comme les adultes. Mais je les ressentais à chaque instant où mes efforts étaient accueillis par un silence poli, tandis que Marcus était applaudi. Un souvenir d'école m'est resté en mémoire, car il a révélé à quel point mon intuition importait peu à ma famille. J'étais dans le couloir, en train de ranger mes livres, quand j'ai entendu Marcus chuchoter à un groupe de garçons à propos d'une blague qu'il comptait faire lors d'une assemblée générale. Quelque chose m'a mise mal à l'aise, peut-être parce que j'avais le sentiment que quelqu'un pourrait se blesser si cela tournait mal. En rentrant à la maison, j'ai essayé d'expliquer la situation à maman, en espérant qu'elle l'empêcherait. Au lieu de cela, elle m'a congédié d'un sourire las et m'a dit que je devais arrêter de m'imaginer des problèmes là où il n'y en avait pas. Je l'ai vu balayer mes inquiétudes d'un revers de main, et même si je n'avais pas les mots pour l'exprimer, j'ai ressenti le poids de ne pas être entendu s'installer là où je le portais en silence depuis des années. Le lendemain, la blague a provoqué un petit incident pendant l'assemblée. Rien de dramatique, mais suffisant pour semer la pagaille. Marcus a échappé aux conséquences car il a prétendu qu'il était simplement passé par là, et papa lui a fièrement dit qu'il avait bien géré la situation sous pression. J'écoutais depuis le couloir, absorbant comment papa transformait même les erreurs de Marcus en occasion de le féliciter. Ce moment m'a appris que, dans notre famille, la responsabilité n'était pas une question d'équité, mais de ce que nous représentions pour eux. En grandissant, ce déséquilibre a pris des formes plus difficiles à ignorer. Marcus recevait du matériel neuf. Lorsqu'il voulait faire du sport, tandis que je me débrouillais seule pour mes activités scolaires. Lorsqu'il avait des difficultés avec ses leçons, ma mère engageait un tuteur sans hésiter. Mais lorsque je lui demandais de l'aide pour une matière qui me posait problème, elle me rappelait l'importance de l'indépendance, car elle était convaincue que cela forgerait mon caractère. Mon père répétait cette idée si souvent qu'elle résonnait en moi chaque fois que j'essayais de demander quelque chose dont j'avais besoin. J'ai fini par me taire. Vers la fin de ma scolarité, j'avais compris que l'attention, chez nous, était unilatérale, et lutter contre cela revenait à essayer de déplacer des murs. Cette prise de conscience ne m'a pas rendue amère, mais elle m'a poussé à construire ma propre identité sans attendre leur approbation. Au lieu de me battre pour avoir ma place, je l'ai créée. Au lieu de rechercher la reconnaissance, je me suis concentré sur les petites victoires que j'avais remportées par moi-même. La distance entre mes parents et moi s'est creusée sans que nous en parlions, mais le silence est devenu familier. Quant à Marcus, il continuait de suivre un chemin façonné par des attentes qui le favorisaient en tout point, et j'ai appris à tracer le mien sans attendre de soutien. Ces années m'ont appris que je devrais un jour tracer mon propre chemin sans dépendre d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment comprise. 4 ans avant mon mariage,
J'ai quitté Bâton Rouge, animé d'une détermination née de la conviction que personne dans ma famille ne me laisserait jamais l'espace nécessaire pour devenir celle que je voulais être. Partir, c'était comme ouvrir une porte que j'avais attendue toute ma vie. Et même si je n'avais pas de plan précis, je croyais que la distance me donnerait l'opportunité de m'épanouir, libérée du poids des anciennes attentes qui influençaient chacune de mes décisions. J'ai accepté un poste de débutante dans un cabinet de conseil financier où la plupart des employés, pourtant très compétents, s'occupaient de tâches routinières, mais j'ai abordé ces responsabilités avec un sérieux qui m'a moi-même surprise. Le salaire était modeste, mais le poste offrait un cadre et des perspectives d'évolution, ce qui me suffisait à l'époque. J'ai rapidement découvert que mon don pour cerner les gens, une aptitude que ma famille avait longtemps minimisée, me permettait de comprendre mes clients bien mieux que mon expérience limitée ne l'aurait permis. Lorsqu'une personne s'asseyait en face de moi et m'expliquait ses objectifs, je percevais les inquiétudes qu'elle hésitait à exprimer et les détails qui étaient plus importants qu'elle ne le pensait. Cette prise de conscience m'a permis de guider mes premiers clients vers des décisions en accord avec leurs véritables besoins. Leur confiance m'a procuré une assurance que je n'avais jamais connue. Marcus n'a pas tardé à réapparaître dans ma vie, avec la même assurance inébranlable qu'il affichait depuis l'enfance. Lors de ses visites de fin de semaine, il débarquait avec des récits de sa carrière dans l'immobilier, décrivant des ventes colossales comme si c'était un jeu d'enfant et évoquant des commissions si élevées qu'elles paraissaient irréalistes à quiconque connaissait le secteur. Il parlait avec un enthousiasme impeccable qui captivait l'attention lors des réunions de famille, et mes parents répétaient ces histoires comme s'il s'agissait de leurs propres exploits. J'écoutais poliment, mais quelque chose dans son récit laissait une légère tension en moi. Ces chiffres ne correspondaient pas à la situation du marché que je lisais quotidiennement au travail, et certaines de ses affirmations se contredisaient sans qu'il s'en rende compte, lui qui avait toujours été loué pour son ambition plutôt que pour sa rigueur. Il étalait chaque détail exagéré avec une confiance absolue. Maman m'a interrogé sur mon travail tout en consultant son téléphone, puis est revenue à Marcus dès qu'il a mentionné une nouvelle transaction conclue, affirmant qu'elle valait plus que tout ce que ses collègues avaient jamais géré. Papa nous a comparé d'un ton qui laissait entendre qu'il avait déjà tiré ses conclusions bien avant le début de la conversation, et chaque remarque montrait clairement qu'il admirait bien plus les histoires rocambolesques de Marcus que ma progression régulière. J'ai compris que discuter ne ferait que renforcer les rôles qui nous avaient été assignés depuis l'enfance. Alors je suis restée silencieuse, me concentrant sur la construction d'un avenir qui n'aurait pas besoin de leur approbation. Leurs commentaires ne me blessaient plus comme avant, car la distance avait modifié le poids de leurs paroles. Au lieu d'absorber leur jugement, je les ai considérés d'un point de vue où je pouvais enfin choisir l'importance que je leur accordais. Avec le temps, j'ai commencé à voir Marcus moins comme une présence omniprésente et plus comme quelqu'un qui jouait un rôle de réussite destiné à impressionner des parents friands d'histoires extraordinaires. Mon travail a continué d'évoluer, et les clients qui me faisaient confiance sont revenus avec des amis et des proches qui avaient besoin de conseils. Chaque nouvelle affaire renforçait mon sens de l'orientation, me permettant de prendre du recul par rapport aux comparaisons que ma famille s'obstinait à répéter. Plus j'évoluais, plus je comprenais que le silence pouvait être une stratégie plutôt qu'une capitulation. Je consacrais mon énergie à mes objectifs plutôt qu'à tenter de corriger l'image que les autres avaient de moi. Ce changement m'a permis d'avancer sans retomber dans l'ancien schéma. Ces années ont posé les fondements de mon indépendance et m'ont préparé à tout ce qui allait suivre, surtout lorsque les histoires de Marcus ont commencé à se dévoiler d'une manière que nous ne pouvions plus ignorer. 1 an plus tard, Marcus annonça son mariage, une annonce faite avec l'assurance de quelqu'un qui s'attend à des applaudissements avant même que quiconque puisse réagir. Ma mère me l'annonça lors d'une conversation ponctuée de formules enjouées qui ne reflétaient pas l'effort dans sa voix. Il y avait quelque chose dans son ton qui laissait deviner qu'elle voulait que la conversation paraisse joyeuse. Pourtant, elle débitait les mots trop vite, comme si elle répétait la tension plutôt que de la ressentir. Le week-end venu, je rencontrai sa fiancée pour la première fois. Adrienne fut présentée avec une politesse chaleureuse, mais son regard trahissait une vigilance prudente qui attira immédiatement mon attention. Elle paraissait respectueuse et posée, mais une lueur d'inquiétude transparaissait sous son calme apparent, une hésitation qu'elle s'efforçait de dissimuler chaque fois que Marcus la regardait. Tout au long de la visite, une tension inhabituelle planait entre la famille d'Adrienne et Marcus. Ses parents s'exprimaient gentiment, mais leur silence s'éternisait dès que Marcus évoquait son travail. Ils échangeaient des regards furtifs, suggérant des conversations non résolues que les familles, entre amis, évitent en leur présence. Personne n'aborda le malaise d'emblée, mais l'atmosphère changea dès que la carrière ou les finances furent évoquées. Plus tard dans l'après-midi, je fis la connaissance d'une personne dont Marcus n'avait jamais parlé. Daniel Reed, présenté comme l'avocat du cabinet de Marcus, se joignit brièvement à nous. Son attitude était professionnelle,
mais la façon dont il choisissait ses mots incita à une écoute attentive. Il parlait des affaires avec une prudence réfléchie, évitant les détails qu'il aurait été facile de partager. À un moment donné, lorsque Marcus s'écarta pour répondre à une conversation, le ton de Daniel devint plus circonspect. Il a insinué que Marcus subissait des difficultés financières. La remarque était vague, comme s'il espérait que je comprendrais sans poser de questions, mais elle était suffisamment lourde pour m'inquiéter. J'ai demandé à Daniel s'il était débordé au travail. Il a esquissé un sourire et a répondu que plusieurs problèmes étaient devenus difficiles à gérer. Il n'a pas donné plus de détails. Après son départ, je me suis tourné vers ma mère, espérant qu'elle pourrait m'éclairer sur ce que Daniel voulait dire. Elle a balayé ma question d'un revers de main. Sa réponse m'était familière, le même ton qu'elle avait toujours employé durant mon enfance. Quand je sentais qu'elle préférait ignorer quelque chose, elle me disait que j'interprétais mal les choses et insistait sur le fait que Marcus allait bien. Son refus d'envisager une autre possibilité ressemblait moins à de la confiance en Marcus qu'à un refus de laisser l'inquiétude perturber l'image qu'elle voulait se faire de lui. Même si la conversation s'est terminée rapidement, mon intuition refusait de se taire. Marcus est revenu de sa conversation avec un sourire forcé, mais éclatant. Il a répété les mêmes phrases sur le succès qu'il utilisait toujours. Pourtant, sa façon de parler semblait apprise par cœur plutôt que naturelle. Adrienne l'observait attentivement, son expression se crispant un instant avant qu'elle n'esquisse à nouveau un sourire poli. Ces détails étaient si subtils que les autres ne les remarquaient pas. Pour moi, ils formaient un schéma. Quelque chose dans la façon dont Marcus se présentait ne correspondait plus aux histoires qu'il racontait. Plus je l'observais, plus j'avais l'impression qu'il dissimulait des informations qu'il espérait que personne ne remettrait en question. À mesure que les préparatifs du mariage avançaient, la distance entre nous s'accroissait. Nos conversations devenaient plus courtes et plus défensives. Lorsque je lui posais de simples questions sur son travail ou ses projets d'avenir, il répondait comme si je l'accusais plutôt que d'essayer de le comprendre. Son attitude défensive en disait plus que ses réponses. Je voulais croire que l'âge adulte l'avait changé, mais cette année-là avait révélé des failles dans l'image qu'il s'efforçait tant de maintenir. L'insécurité s'était installée sournoisement entre nous. C'était comme une ombre qui s'étendait sur le territoire que nous partagions autrefois. À l'approche du mariage, j'avais fini par accepter que ce que Marcus cachait finirait par se révéler, qu'il le veuille ou non. 3 mois avant le mariage, tout a commencé à se dévoiler. Je me souviens précisément du moment où j'ai réalisé que la fête que Marcus avait annoncée avec tant d'originalité était en train de dépasser même son goût habituel pour le luxe. Les prestataires exigeaient de nouveaux acomptes. La salle avait été améliorée sans explication, et plusieurs services nécessitaient soudainement des frais supplémentaires qui ne correspondaient pas au budget dont il s'était vanté lors de notre dernier dîner de famille. J'essayais de me concentrer sur mon travail de consultante financière junior. Pourtant, les chiffres liés à ces événements continuaient de me hanter, jusqu'à ce que je me surprenne à comparer chaque dépense aux revenus qu'il avait déclarés, sans jamais les présenter clairement. Plus j'examinais les quelques informations qu'il avait partagées, plus je sentais un malaise grandissant, comme un avertissement silencieux. À ce moment-là, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Lassie, pour prendre un café, espérant que sa présence m'apaiserait, car elle avait toujours été la seule à pouvoir ramener mes pensées à la raison quand elle s'emballait. Elle m'a écouté avec une patience dont j'avais souvent bénéficié et m'a dit que mes inquiétudes n'étaient pas infondées. Elle m'a demandé si j'avais parlé à mes parents, mais je savais que ma réponse n'avait aucune importance car ils avaient tendance à prendre la défense de Marcus avant même que j'aie fini ma phrase. Pendant que nous parlions, mon téléphone a vibré. C'était un message de l'avocat qui travaillait dans la société de Marcus. Il venait de Daniel Reed, et bien que ses mots fussent brefs, le ton m'inquiétait. Il écrivait que la société pourrait bientôt traverser une période difficile et me conseillait de rester attentive à tout changement concernant le mariage. J'ai relu son message plusieurs fois, car j'avais l'impression qu'il sous-entendait quelque chose. Plus tard dans la soirée, la curiosité m'a poussé à consulter les documents publics liés à la société créée par Marcus. Cela demandait de la patience et de la persévérance. Finalement, ces informations m'ont mené à une série de documents dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Plusieurs faisaient état de litiges non résolus susceptibles de dégénérer en problèmes juridiques, et les dates suggéraient que la situation couvait depuis longtemps avant toute annonce de fiançailles. Je suis resté immobile un long moment, chaque document formant une figure qui semblait trop intentionnelle pour être une coïncidence. Le lendemain, lorsque j'ai demandé à ma mère si elle était au courant des finances du mariage, elle m'a congédié d'un soupir, me disant d'arrêter de me mêler de ce qui ne la concernait pas. Elle a insisté sur le fait que Marcus gérait tout à merveille, ajoutant que je devais le soutenir au lieu de le soupçonner. Sa réponse m'était familière, mais la blessure persistait car elle me rappelait la facilité avec laquelle elle croyait tout ce qu'il disait.
Mon père a répondu avec la même assurance, répétant sa conviction habituelle que Marcus trouvait toujours le moyen de réussir. Leur confiance contrastait fortement avec les chiffres que j'avais vus. Et même si je n'ai rien dit de mes résultats, la certitude dans la voix de mes parents a créé une pression désagréable qui m'a accompagné toute la semaine. Ce qui a finalement renforcé mon sentiment qu'on me cachait quelque chose d'important s'est produit lors d'une réunion que Marcus tenait dans son bureau. J'étais arrivé pour déposer un cadeau qu'Adrienne avait demandé pour une réception avant le mariage et je l'ai entendu parler à quelqu'un derrière une porte entr'ouverte. Son ton était tranchant, comme celui de quelqu'un qui tente de maîtriser une situation qui lui échappe désormais, et il mentionna une échéance imminente qui n'avait rien à voir avec l'organisation d'un mariage. Je suis parti discrètement, avec le poids d'une certitude inattendue et pourtant si claire. Le jour J arriva enfin, empli d'une tension palpable, celle qui s'installe bien avant que quiconque n'ose admettre que quelque chose cloche. En entrant, je remarquai immédiatement que ma place était placée à une table isolée dans un coin. Tandis que les autres invités se voyaient servir des plats soigneusement dressés, ma nappe restait intacte. Les conversations s'orientaient vers moi sur un ton qui laissait clairement entendre que ma présence était plus tolérée que souhaitée. Je sentais chaque regard peser sur moi, mais je gardais mon calme. Lorsque Marcus m'aperçut près de l'allée, il saisit l'occasion avec l'aisance de quelqu'un qui pratique la cruauté depuis des années. Il leva son verre avec une assurance théâtrale et lança « Je gaspille de la bonne nourriture pour toi. C'est drôle. » Unsilenced Mort Essenstalla. Certains invités échangèrent des regards incertains, tandis que d'autres attendaient ma réaction comme si elle faisait partie intégrante de la soirée. Marcus marqua une pause, juste le temps de s'assurer que ses mots atteignaient leur cible, puis désigna la table des cadeaux et poursuivit. « Laisse tomber le cadeau et file. » Mes parents éclatèrent de rire, ravis par une scène qui n'aurait jamais dû se produire en un tel événement. Ma mère se pencha en avant et me dit de ne pas gâcher la fête de mon frère. Comme si son comportement avait été parfaitement justifié. Je croisai son regard un instant, pris une profonde inspiration, puis répondis « Ne criez pas victoire trop tôt. » Personne ne tenta de m'arrêter lorsque je me retournai pour partir. Leur silence semblait délibéré, presque théâtral. Je n'avais fait que quelques pas lorsque Daniel Reed, l'avocat de Marcus, m'appela d'une voix calme et déterminée qui transperça toute la salle. Il se tenait près de l'estrade, un dossier à la main, détonnant parmi les fleurs, les bougies et les décorations soigneusement disposées. Son attitude trahissait le poids de quelqu'un à court d'options. La tension monta dans la salle lorsque Daniel expliqua qu'il avait reporté son vote uniquement parce qu'il espérait que Marcus réglerait l'affaire en privé, mais qu'il ne pouvait plus se taire. Il affirma avec une clarté implacable que Marcus avait utilisé les fonds de l'entreprise pour couvrir les frais du mariage et avait falsifié des documents financiers pour obtenir des prêts supplémentaires. Chaque détail qu'il partageait était précis et indiscutable, ne laissant aucune chance à Marcus de nier ou de déformer les accusations. Marcus tenta d'intervenir, bien que sa voix tremblait tandis que Daniel présentait document après document aux invités. Adrienne, figée à ses côtés, était de plus en plus choquée à chaque révélation. Après un silence pesant, elle retira son alliance lentement et délibérément, puis descendit l'allée seule, sans dire un mot. Des groupes d'invités chuchotèrent avec insistance avant de s'éclipser par les sorties de secours, privant la salle de la fête qui n'était pas encore terminée. La salle restait richement décorée, mais la chaleur avait complètement disparu. Mes parents restèrent là, leurs expressions oscillant entre incrédulité et loyauté mal placée, incapables de comprendre l'effondrement qui se déroulait autour d'eux. Marcus me regarda avec une colère si vive qu'elle dissimulait presque sa peur. Pourtant, il ne murmura rien, car la vérité avait déjà parlé plus fort que n'importe quelle accusation qu'il aurait pu imaginer. La soirée s'effondrait, comme mon intuition me l'avait prédit. Cela n'allait faire que s'accélérer et se produire de manière beaucoup plus publique. Il n'y avait plus d'échappatoire au chaos, car tout était exposé, incontesté et sans défense. Le mariage était terminé avant même d'avoir vraiment commencé, et les conséquences ne m'incombaient plus. 2 semaines après la cérémonie, les conséquences commencèrent à peser lourd, plus lourd que je ne l'avais moi-même anticipé. La nouvelle de l'audit financier de l'entreprise de mon frère se répandit comme une traînée de poudre à bâton rouge, et j'en appris les détails avant même que Marcus puisse les nier. Le conseil d'administration déposa une plainte officielle l'accusant d'avoir détourné des fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles directement liées au mariage, et leurs avocats préparèrent des accusations supplémentaires concernant les faux comptes de résultats. Chaque message qui me parvenait confirmait que les événements de cette nuit-là n'étaient que le début d'un effondrement bien plus vaste. Un ancien collègue m'a dit que le procès avançait plus vite que la plupart des affaires de ce genre car les preuves présentées lors du mariage avaient déjà révélé publiquement les principales violations. Adrienne exigeait que Marcus la rembourse de toutes les dépenses engagées par elle et sa famille pour l'événement et refusait de le rencontrer en personne.
Son avocat lui a envoyé une mise en demeure exigeant également le paiement des prestataires restants, exigibles sous peu. Chaque nouvelle information révélait un peu plus la pression croissante qu'il subissait de toutes parts. Les problèmes ne s'arrêtaient pas à Marcus. Mes parents ont été interrogés par des voisins qui avaient assisté à une partie de l'incident ou qui en avaient entendu suffisamment pour se faire leur propre opinion. Ma mère a tenté de défendre Marcus, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Peu après, mon père a assisté à une réunion publique et quelqu'un a mentionné qu'il était parti plus tôt car il ne supportait pas les commentaires à son égard. Leur tentative d'ignorer la situation n'ont fait qu'attiser les tensions autour d'eux, et toute tentative de minimiser la vérité a affaibli l'autorité qu'ils exerçaient autrefois dans notre quartier. Durant cette même période, j'ai reçu un courriel de l'avocat du cabinet de Marcus, Daniel Reed, qui avait enfin avoué la vérité sur le mariage. Son message, d'une franchise surprenante, m'a fait réfléchir. Il écrivait « Sabrina, je tenais à vous remercier d'avoir remarqué ce que tant d'autres avaient manqué. Votre intuition m'a conduit à examiner des documents erronés, et cette vigilance précoce a permis d'éviter des dégâts encore plus importants. J'espère que vous comprenez combien votre intervention a été cruciale. » Ces mots m'ont paru étranges, car il était rare que l'on me témoigne une reconnaissance aussi directe. Pourtant, l'honnêteté de son message m'a procuré un sentiment de réconfort discret. Peu après, un groupe d'entreprises renommées m'a contacté pour discuter d'une collaboration portant sur l'analyse des risques financiers de nouveaux investissements régionaux. Ils avaient entendu parler de mes observations sur les anomalies bien avant que le scandale n'éclate, et ils souhaitaient bénéficier de cette expertise pour leurs projets à venir. Cette opportunité m'a surprise, tout en confirmant que prendre du recul par rapport à ma famille avait permis aux autres de voir ma contribution sans être jugée. Vers la fin de la semaine, Marcus s'est présenté à mon appartement à l'improviste. Il ne ressemblait en rien au marié sûr de lui qui s'était moqué de moi devant une salle comble. Il me demanda s'il pouvait entrer, car il avait besoin de mon aide. Sa voix tremblait lorsqu'il expliqua que les frais d'avocat étaient exorbitants et qu'il pensait qu'une déclaration de ma part pourrait adoucir la position de l'entreprise. Je l'écoutai jusqu'à ce qu'il marque une pause, puis je lui dis calmement que je n'interviendrais pas. La vérité avait éclaté soudainement, et je n'avais aucune intention de le protéger des conséquences de ses actes. Il scruta mon visage à la recherche du moindre signe d'hésitation, mais je n'en perçus aucun. Comprenant cela, il baissa les yeux et s'éloigna sans un mot de plus. 3 mois après le scandale, ma vie prit un tournant à la fois étrange et pourtant essentiel. J'emménageai dans un bureau privé donnant sur une rue tranquille bordée de vieux magnolias, et le calme de cet espace me permit de travailler sans le bruit qui accompagnait autrefois chacune de mes décisions. L'indépendance s'installa dans mon quotidien avec une douceur surprenante, car je n'avais plus à porter le fardeau de devoir prouver quoi que ce soit à des gens qui refusaient de me voir tel que j'étais. Chaque matin apportait un sentiment de stabilité que j'avais mérité plutôt qu'hérité. Pendant cette période, ma mère a tenté de m'appeler à plusieurs reprises, laissant des messages oscillant entre excuses et justifications. Je n'en ai écouté aucun, car prendre mes distances était un choix délibéré, et je ne voyais aucune raison de rouvrir une blessure à peine cicatrisée. Lorsqu'elle a réessayé via les réseaux sociaux, j'ai également bloqué ses comptes. Je ne la haïssais pas. Pourtant, je ne me sentais plus obligé de protéger une relation marquée par des attentes inégales et une loyauté sélective. Le verdict concernant Marcus est tombé vers la fin du mois. Une décision de justice l'obligeait à rembourser les fonds détournés et lui interdisait de gérer les opérations financières de son secteur pendant plusieurs années. Ce jugement l'a contraint à accepter un rôle bien en deçà de celui qu'il avait autrefois occupé avec tant d'assurance. Ceux qui l'admiraient parlaient désormais de l'affaire sur un ton habituellement réservé à un inconnu, et la distance qu'il créait autour de lui s'accroissait de semaine en semaine. À peu près au même moment, l'avocat de l'ancien cabinet de Marcus, Daniel Reed, a rappelé. Il m'a invité à rejoindre un nouveau projet axé sur la détection précoce des risques financiers internes. Bien que sa proposition témoigne d'un respect sincère pour mon intuition, j'ai choisi de la décliner. J'avais besoin d'une période sans pression, car le calme était devenu une forme de convalescence que je chérissais plus que la reconnaissance. Daniel a réagi avec compréhension, concluant son message en espérant que nos chemins se croiseraient à nouveau lorsque je me sentirais prête pour un projet plus ambitieux. À la fin du 3e mois, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à envisager auparavant. Ma valeur ne dépendait ni de l'approbation de ma famille ni des rôles qu'elle m'attribuait. Elle résidait dans mes choix et dans le courage qu'il m'avait fallu pour quitter un environnement où je n'avais jamais été perçu avec sincérité.